Bonjour et bienvenue dans ce webinaire, c'est pas un webinaire, dans cette transcription de l'American Heart Association. Je suis donc à Philadelphie et j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi notre expert en hypertension, le docteur Romain Boulestreau de Bordeaux. Et je lui ai dit que ce congrès était riche et qu'il va pouvoir soumettre des abstracts à l'AHA en hypertension parce que vraiment, on est quand même assez gâtés. Merci Romain d'être avec moi. Merci Walid de m'avoir invité. Alors, finalement, je vois que l'actualité est très riche et j'ai envie quand même qu'on commence par quelque chose où on commence à en entendre parler, c'est les siRNA. Alors, on vient de faire une session avec Jean-Sébastien Hulot qui m'a bien expliqué que finalement, l'ARN messager, on en avait entendu parler pendant le Covid, qu'on a déjà maintenant potentiellement 2 molécules qui agissent par ce mécanisme-là, une molécule qui est le patisiran pour l'amylose et une deuxième molécule qui va venir dans l'hypercholestérolémie et qui, elle, va avoir l'avantage d'avoir 2 injections par an. Donc, ce serait assez amusant. En fait, pour ceux qui ont peur de l'ARN, finalement, j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, l'ADN, c'est notre livre de recettes. Et bien, l'ARN, c'est juste une photocopie d'une page de ce livre. Et cette photocopie, vous allez pouvoir la donner à la cellule pour fabriquer la recette de cuisine, la bonne recette de cuisine. Et là, quand j'ai vu dans l'hypertension, j'ai tout de suite pensé à toi. C'est quoi cette étude, ce qui s'appelle l'étude Cardia 1 avec une molécule qui s'appelle zilebesiran. Voilà, vous allez devoir en entendre parler. Peux-tu nous en dire un mot? Oui, tout à fait, Walid. Tu as bien senti que c'était ça, un des hot topics de l'hypertension artérielle là, dans les mois, années à venir. Donc, tu l'as dit, patisiran, inclisiran, nous, on a le zilebesiran, donc ça finit en Iran, c'est aussi un siRNA, et qui va, lui, cibler l'angiotensinogène, uniquement hépatique, parce qu'il est couplé à un radical N-acétyl qui va uniquement l'emmener dans le foie, et qui va, du coup, couper l'angiotensinogène, l'idée étant de couper tout le système rénine-angiotensine-aldostérone à sa base, et du coup de baisser la pression artérielle des patients avec toujours le même avantage, une injection tous les 3 à 6 mois. Donc on est au tout début de l'histoire. En juillet 2023, dans le New England, la phase 1 a été sortie, où des patients, une centaine de patients, avaient reçu 10, 25, puis 100, 200, 800, jusqu'à 800 mg de zilebesiran pour voir les événements indésirables. Et il y en avait assez peu, on va revenir dessus. Et par contre, une baisse de pression artérielle qui était assez marquée. Donc ça, c'était la phase 1. Cardia 1, l'étude dont on parle aujourd'hui, c'est la phase 2, où là, cette fois, on va donner à autour de 300 patients soit du placebo, soit 150 mg injectés tous les 6 mois, soit 300 mg injectés tous les 3 à 6 mois, soit 600 mg injectés tous les 6 mois. Et on va voir à 3 mois et à 6 mois la baisse tensionnelle chez des patients qui n'ont pas d'autres traitements antihypertenseurs et qui ont une HTA légère à modérée. Et puis, il y aura ensuite Cardia 2, qui sortira, j'imagine, dans quelques mois, où là, on aura toujours le zilebesiran, mais on add-on d'autres traitements. Alors, qu'est-ce qu'on constate chez ces patients-là? D'abord, ils ont recruté des patients qui sont à peu près les mêmes patients que les patients qu'ils avaient dans la phase 1. 50% d'hommes, autour de 55 ans, plus de 30% sont en surpoids, et 25% ont la peau noire. Pourquoi ça, c'est intéressant? Parce que vous savez qu'en hypertension artérielle, à peu près 30% des patients ont une rénine basse, donc un système rénine-angiotensine-aldostérone éteint, notamment les patients à peau noire, les patients âgés, les patients qui mangent beaucoup de sel. Comme le zilebesiran, ça bloque le SRA, si le SRA est déjà éteint chez ces patients, est-ce que ça va fonctionner? L'étude de phase 1 disait que ça marchait plutôt pas trop chez ces patients-là, et donc c'est des groupes qu'il va falloir qu'on suive bien sûr avec intérêt. Donc qu'est-ce que l'étude montre? L'étude montre que de façon dose dépendante, on arrive à bloquer l'angiotensinogène très fortement. Le 150 mg fait à peu près 90% de baisse de l'angiotensinogène, ce qui est déjà énorme, et le 300 et le 600 sont équivalents à quasiment 95-98% de baisse de l'angiotensinogène. Donc, sur le principe, on y arrive. Ensuite, au niveau de la pression artérielle, on a aussi une baisse qui est dose dépendante. Par rapport au placebo, le 150 mg fait moins 11 mm de mercure de systolique à 3 et 6 mois et c'est soutenu. Le 300 et le 600 font moins 14 mm de mercure de systolique. Donc toujours chez ces gens qui n'ont pas d'autres traitements antihypertenseurs. Donc un effet qui est extrêmement intéressant, avec un profil de risque qui est plutôt favorable, même si, comme on s'adresse à de l'hypertension artérielle, on veut vraiment un risque qui est minimal. On retrouve des données qu'on avait déjà dans la phase 1,
avec à peu près 5% de réactions au point d'injection, qui n'ont nécessité aucun traitement et rien en particulier, mais il faut le savoir, il y a des petites réactions au point d'injection. Et puis, éléments qu'on n'avait pas dans la phase 1, un petit peu d'hypotension qui n'ont pas duré longtemps et qui n'ont pas nécessité de traitement, et un petit peu d'hyperkaliémie, 5% d'hypo, 6% d'hyperkaliémie, pareil, qui se sont résolus avec le temps et qui n'ont pas nécessité d'intervention, mais qu'il faudra bien sûr surveiller. Donc, on a une étude qui est intéressante avec une nouvelle voie pharmacologique qui est passionnante parce qu'on imagine que le problème de l'observance pourrait être facilement réglé si on avait un traitement 2 fois par an, comme tous les siRNA. Et puis, des questions qui restent. Comment est-ce que ça marche chez les patients qui ont une rénine basse? Le Cardia n'a pas répondu à cette question. Comment est-ce que ça marche chez les patients qui mangent beaucoup de sel, puisqu'on sait que les hypertendus, notamment les plus difficiles, mangent beaucoup de sel? Comment on fait si le patient fait un choc septique pour lui remonter sa pression artérielle? Et puis, des questions aussi un peu plus physiopathes. Si on bloque le SRA uniquement au niveau hépatique, on sait qu'il y a des systèmes rénine-angiotensine locaux dans le foie, dans le cœur, dans le rein, dans le cerveau. Et donc, est-ce que si on bloque au niveau hépatique, on ne va pas entraîner une hyper-expression des SRA locaux dans les organes et finalement, est-ce que ça ne va pas entraîner une hypertension marquée? Tout ça, c'est des questions auxquelles les futures études devront répondre, mais en tout cas, on a un boulevard pharmacologique hyper intéressant dans l'HTA. C'est tout nouveau et il faut vraiment surveiller ça de près. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une série de nouvelles molécules qui vont arriver. Il y a le Baxdrostat, qui est un inhibiteur de synthèse de l'angiotensine, donc c'est assez intéressant. Il est oral en plus, donc ça paraît intéressant pour un cardiologue classique, mais je pense que le cardiologue nouveau, il va être un cardiologue injectable, avec toutes ces molécules, y compris hier, c'était Select, donc vraiment dans l'obésité avec les analogues GLP-1, avec la sémaglutine. C'est vrai qu'on se dit que c'est vrai que des médicaments qui peuvent se donner tous les 6 mois et prendre après, est-ce que les payeurs seront prêts à payer, ça c'est un autre débat. En tout cas, merci déjà, ça c'est très intéressant. Tu as parlé de sel, donc tu m'as fait la transition. Il y a justement une étude alors qui s'appelle Cardia SSBP, c'est pas le même Cardia, c'est Cardia 15C, et qui évalue l'effet de l'alimentation sodique sur la pression artérielle systolique. Et c'est de manière randomisée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude? Alors, effectivement, ça, c'était une autre étude intéressante. Sel et hypertension artérielle, c'est un sujet ancestral, on en parle tout le temps. Et justement, on sait qu'il y a des patients, les 30%, toujours les mêmes personnes âgées, peau noire, qui sont avec des rénines basses, qui sont très sensibles au sel. Et on sait que dans l'HTA résistante, par exemple, baisser de façon drastique la consommation sodée peut baisser jusqu'à 20 mm de mercure la pression artérielle systolique. Pour autant, donc du coup, on conseille à tous nos patients de manger moins salé. Pour autant, on sait que c'est difficile et on n'a pas la granularité de est-ce que tous les patients répondent à une consommation moins sodée et combien de millimètres de mercure on peut espérer en baisse. Ça, on n'avait pas ce détail-là. Et donc, cette étude vient répondre. C'est une très jolie étude en crossover où ils ont pris des patients, ils leur ont demandé d'avoir un régime de sel normal pendant 7 jours. Puis, au bout de 7 jours, soit un régime fort en sel, soit un régime hyposodé pendant 7 jours à nouveau. Et puis, au bout de 7 jours, ils ont changé. C'est ça le crossover. Et à chaque fois, ils ont regardé l'évolution de la pression artérielle. Alors, au niveau des régimes en sel, le régime fort en sel, c'était régime habituel plus 2,2 grammes de sodium. Donc ça, il faut multiplier par 2,5 pour avoir le sel. Donc ça veut dire régime normal plus 5 grammes de sel. Et le régime hyposodé, tiens-toi bien, c'était 1,25 grammes de sel. Donc vraiment quelque chose de très très faible. Quasi impossible. Quasi impossible. Donc on est plus dans une étude mécanistique et physiopathe là que dans une étude clinique de vie réelle. Et puis, je l'ai dit, c'est pendant 7 jours. Donc on sait très bien que pendant 7 jours, tout le monde peut faire l'effort, qu'à vie, c'est beaucoup plus dur. Et donc, ils ont pris des patients de 50 à 75 ans, donc ce qu'ils appellent middle age, dans 3 centres américains avec une HTA légère, et ils les ont répartis dans ces 2 groupes. 210 patients, 65% de femmes, 60% à la peau noire. On n'a pas les quantités exactes de sel, là, dans cette première présentation, avant d'avoir l'article publié, que les 2 groupes ont réussi à obtenir, mais ce qu'on sait, c'est que les patients en moyenne avaient 125 mm de mercure de pression artérielle systolique avec leur régime normal. Ils pouvaient être traités, certains étaient normotendus, hein, donc c'est pas étonnant, ce chiffre assez bas. Avec un régime très fort en sel, ils montent à 126 mm de mercure. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur régime de base est déjà très fort en sel. Et avec un régime hyposodé strict, ils descendent à 119 mm de mercure, donc on a une baisse de 7 mm de mercure, 6-7 de pression artérielle systolique avec la consommation hyposodée. Ce qui est intéressant,
c'est que cette baisse de pression artérielle systolique, elle est équivalente quel que soit le groupe, que ce soit un groupe en fait normotendu, hypertendu traité, hypertendu non traité, hypertendu non contrôlé. Tous les groupes baissent de façon très homogène. Et quand on regarde dans les sous-groupes, que les patients aient la peau noire ou la peau blanche, que les patients soient jeunes ou âgés, toutes ces considérations physiopathes dont on parlait au début, en fait, tombent. Tout le monde baisse sa pression artérielle. Tous les groupes baissent leur pression artérielle d'environ 7 mm de mercure. Si on regarde dans la granularité de chaque individu, là, on se rend compte que 75% des patients baissent leur pression artérielle, pendant que 25% des patients ne la baissent pas. Donc, il faudra bien sûr confronter ça au dosage direct de la natriurèse pour être sûr que les patients qui montent leur pression artérielle sous régime hyposodé aient bien respecté le régime. Ça, ce sera l'article qui nous dira. Mais pour l'instant, sur les données un peu globales, 75% des gens baissent leur pression artérielle et 70% la baissent de plus de 5 mm de mercure. On n'a pas, donc, de façon significative. Ça, globalement, c'est l'effet d'un médicament. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, on va pouvoir dire à nos patients, notamment nos patients qui mangent beaucoup de sel, hein, parce que tu l'as dit tout à l'heure, atteindre leur 1,25 g de sel, c'est impossible. Par contre, celui qui mange aujourd'hui 15-20 grammes de sel, lui dire, si tu reviens à 10 grammes, tu vas baisser de 7-10 mm de mercure, et comme tu es hypertendu léger, tu seras guéri, tu n'auras pas besoin de traitement. Ça, aujourd'hui, c'est probablement quelque chose qu'on peut dire. Et donc, on peut placer vraiment le régime hyposodé dans notre arsenal thérapeutique, au même titre que les médicaments, la dénervation rénale. Avant, on le disait de façon un peu globale, sans trop savoir ce qu'il y avait derrière. Maintenant, on a des données beaucoup plus précises. J'aime bien cette idée que le régime est un médicament. C'est comme si c'était un médicament. C'est la monothérapie ou dans une bithérapie qu'il y aura d'autres. On sait qu'il a un effet autour de 7 mm de mercure. Et on sait aussi, ça veut dire que si tu es très loin, tu auras du mal à atteindre la cible. Mais c'est génial parce que mais ce que j'aime bien dans les études avec l'hypertension, c'est que souvent, il y a des messages super pratiques. Alors, justement, un message super pratique. Pour un peu, il y a 2 autres études. Une qui s'appelle CRHCP, qui est une étude qui évalue efficacité de la stratégie de baisse de la pression artérielle sur la démence chez les patients hypertendus. C'est quoi le message? Bon, on savait que l'hypertension artérielle favorise la démence. C'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau, cette étude? Alors, il y a aussi un message assez pratique. Là, c'est une étude qui est impressionnante, qui est tellement impressionnante qu'on a un peu de mal à la croire. Mais le dernier auteur est quelqu'un qu'on connaît et qui est a priori fiable. On est en Chine. Le rationnel, c'est de dire, comme tu l'as dit, on sait que l'HTA prédit la démence vasculaire et la démence toute cause d'ailleurs, mais on a du mal à démontrer que traiter l'hypertension artérielle, ça diminue la démence, parce que les études, elles incluaient SprintMind, par exemple, 8000 patients sur 1 an, et donc on avait des tendances. Et donc, ils ont dit, pas de problème, nous on va faire mieux, et ils ont réussi, tiens-toi bien, à inclure 34 000 patients en 6 mois, dans les villages chinois. C'est pas la première fois qu'ils font ça, hein. Tu te rappelles, on avait, je crois, ensemble déjà discuté l'an dernier d'une étude comme ça. Ils font des études en cluster où ils prennent ici 326 villages chinois. La moitié des villages vont avoir une intervention avec un medical doctor, donc un paramédical, qui va titrer les traitements antihypertenseurs en suivant un protocole strict, qui va donner des médicaments gratuits, qui va conseiller les gens sur la technique d'automesure, sur l'observance, sur les règles de vie. Et l'autre cluster de village va lui avoir une prise en charge standard. Ils vont réussir comme ça à baisser la pression artérielle de 22 mm de mercure dans les villages avec une intervention sévère, forte. Donc ça, c'est énorme, hein. Ils passent de 157 à 135, je crois, mm de mercure à peu près, 157 à 127 mm de mercure à peu près en 48 mois. Et 70% des participants dans ces villages sont normotendus, contrôlés, au bout des 48 mois, donc des 4 ans. Alors que dans le groupe contrôle, là, on perd 9 mm de mercure, donc beaucoup moins, et 15% des gens seulement sont contrôlés. Donc ça, c'est le premier gros résultat. Avant de parler de démence, en fait, on sait comment il faut faire pour contrôler l'hypertension artérielle. Il nous faut des paramèdes qui sont présents près des malades, qui titrent le traitement de façon très rigoureuse, plus rigoureuse que nous, les médecins, en donnant des traitements gratuitement, en favorisant l'automesure et en donnant des conseils d'observance et d'hygiène de vie. Pour moi, ça, c'est déjà le message principal. Au-delà de ça, une fois qu'on a réussi à contrôler la pression artérielle comme ça de ces gens-là, à 48 mois, on se rend compte qu'on diminue de façon significative de 15% la démence, la survenue d'une démence quel que soit son type, la survenue de troubles cognitifs et la survenue d'un critère combiné mort ou démence. Donc ça répond à la question qu'on se posait. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement curatif de la démence. Par contre, on peut tout à fait la prévenir en traitant le risque, en traitant notamment l'hypertension artérielle des patients.
on pourrait nous dire, oui, d'accord, mais si vous avez besoin de 30 000 malades pour diminuer de 15% la démence, c'est que quand même, ça suffira pas. Sauf que les groupes, les malades qui étaient inclus dans cette étude, ils avaient 63 ans, surtout les femmes, et ils étaient assez peu éduqués. 63 ans, ça veut dire qu'en fait, on s'y prend tard. Et que ce 15%, si on contrôle tous les hypertendus dès qu'ils ont 30, 40, 50 ans, ben peut-être que ce 15% va se transformer en 30%, en 40%, en 50%, et qu'on peut diminuer de façon très très importante la démence. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un message fort sur le contrôle tensionnel. On peut y arriver en se donnant les moyens, et quand on le fait, c'est efficace. Donc voilà, message très clair à nouveau et très pratique. Ça va intéresser tous les IPA, etc. Et je pense que oui, bien sûr, on est d'accord. Je me souviens très bien de l'étude qu'on a regardée ensemble, que si tu mets un protocole qu'on applique de manière rigoureuse et pas de manière, une mesure elle n'est pas fiable, etc., on arrivera à de meilleurs résultats. Et je pense que c'est ça, il faut être systématique et ça renforce ce message-là. Alors, la quatrième de cette late breaking, elle s'appelle POP-HT, c'est une étude qui s'intéresse cette fois-ci à l'hypertension de la femme enceinte, c'est bien ça? Oui, alors ça, c'est très intéressant aussi. On sait, et on le sait de plus en plus, que les femmes qui font un désordre hypertensif de la grossesse, donc une prééclampsie ou une HTA pendant la grossesse, vont avoir un pronostic cardiovasculaire qui va être catastrophique dans le futur, avec un surrisque de mortalité qui est majeur, un surrisque d'événements cardiovasculaires qui est majeur, et un surrisque de démence, on y revient, qui est majeur, avec des démences parfois très précoces à 50-60 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces femmes qui font ces désordres hypertensifs de la grossesse, c'est quand même 10% des grossesses, hein, donc c'est quand même hyper fréquent. Et en fait, ce désordre démasque une pathologie microvasculaire latente chez ces femmes qui va s'exprimer au cours du temps. Sauf que ça, en fait, une fois qu'on a dit ça et qu'on a repéré ces femmes, on a beaucoup de mal à les protéger. Pourquoi? Parce que d'abord, dans la période après la grossesse, elles ont un bébé à gérer, donc elles ne sont pas très disponibles pour les conseils de prévention cardiovasculaire. Et puis nous, les médecins, quand on voit ces femmes-là après la grossesse, souvent elles vont bien en fait. Elles vont bien, la pression parfois s'est normalisée, et donc on a du mal à être agressif sur ce groupe de patients. Et pourtant, on sait que ces patientes, elles vont se dégrader dans le futur. Le message de cette étude, il est hyper intéressant. Il part du constat qu'en fait, les modifications pathologiques pendant la grossesse mettent à peu près 6 semaines à se normaliser, et qu'en fait, ce qui est pronostic du devenir de ces femmes, c'est surtout les séquelles qu'il reste à 6 semaines en termes d'hypertension artérielle et en termes de cardiopathie, de modification cardiaque. Et donc, eux se disent, peut-être qu'on a une fenêtre et que pendant 6 semaines-là, il faut vraiment traiter la pression artérielle de façon très intensive pour que la récupération vasculaire et cardiaque soit excellente et que du coup, le pronostic de ces femmes soit meilleur. Et donc, ils essayent ça. Ils prennent ces femmes qui ont des désordres hypertensifs de la grossesse, qui à la sortie ont toujours une hospitalisation, à la sortie de la maternité, et les randomisent, un suivi classique à 7 jours et à 6 semaines avec la sage-femme ou le médecin, versus un smartphone qui va leur demander de reprendre leur pression artérielle régulièrement, qui va transmettre ça au médecin, et le médecin va titrer de façon agressive, à nouveau avec un protocole, les traitements anti-hypertenseurs. Et on va regarder à 9 mois comment vont ces femmes, et on va les réévaluer avec une MAPA, avec une épreuve d'effort VO2, une IRM, une prise de sang, et un fond d'œil. Alors là, c'est la présentation préliminaire, on n'a pas toutes les données, mais on sait qu'ils ont réussi à randomiser 220 patientes, 32 ans d'âge moyen, 60% de prééclampsie, 40% d'HTA gravidique classique, et que grâce à la stratégie application et titration, à 9 mois, la pression artérielle diastolique, c'était ça leur critère, est plus basse de 6 mm de mercure dans le groupe intervention, en MAPA à 9 mois. Mais ils se rendent aussi compte que en fait, la plupart des femmes normalisent leur pression et qu'on peut arrêter le traitement, que les réhospitalisations non programmées sont diminuées de 75%. Alors là, on n'a pas les détails, on attend l'article pour les avoir. Et ils se rendent surtout compte que le cœur a un remodelage positif plus important dans le groupe des femmes qui a été traité de façon agressive en post-accouchement. Et donc là, c'est un message intéressant. On n'a pas d'événement encore. On ne sait pas si ça va se traduire par une meilleure protection de ces femmes-là. Mais on a des critères intermédiaires qui nous disent qu'en fait, on a une fenêtre vraiment en post-accouchement, qu'il ne faut pas lâcher ces femmes, il faut vraiment les contrôler, les protéger, et que peut-être comme ça, on pourra leur éviter le pronostic cardiovasculaire extrêmement défavorable qui leur est aujourd'hui malheureusement promis. Donc c'est une bonne nouvelle et ça va être une étude à suivre et j'imagine qu'on aura plus de données dans le futur. Énorme. Il y a une question dans le chat, c'est Dr Naili qui nous dit qu'elle reçoit souvent aux urgences des patients sous-diurétiques avec régime hyposodé, avec des hyponatrémies et des troubles neurologiques. Est-ce que vous pourriez en dire un mot, s'il vous plaît? Je pense que les petites doses d'hydrochlorothiazide, est-ce que vraiment ça donne des hyponatrémies ou pour alors, moi, ça peut...
Ça peut malheureusement, et c'est pas, évidemment, tous les malades ne présentent pas cette hyponatrémie, mais c'est possible, c'est effectivement décrit. Alors, en dire un mot, il y a plusieurs façons de répondre. La première façon de répondre, c'est que normalement, le diurétique thiazidique, maintenant, dans le protocole de titration qui est très bien décrit, ça vient en 3e ligne. Et donc, il faut le donner, pas le plus tard possible, mais tous les patients en mono et en bithérapie, normalement, à ce stade, ils n'ont pas de diurétique thiazidique, sauf s'ils ont une comorbidité qui le demande. Mais pour l'hypertendu conventionnel, normalement, non. Et donc, si on fait le régime hyposodé, qu'on fait tout le temps et qu'on ne met pas de diurétique thiazidique, on ne s'expose pas à une hyponatrémie, premièrement. Ensuite, quand on met des diurétiques thiazidiques, on fait un ionogramme à 7 jours, ça c'est assez classique, pour voir s'il y a une hyponatrémie, et s'il y en a une, ce sont des choses qui arrivent, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est changer de classe thérapeutique. Donc on peut soit passer à un diurétique de lance, soit passer à la spironolactone, et normalement il n'y a pas de réaction croisée dans ces cas-là. Juste une question par curiosité. La recommandation officielle, c'est de privilégier un inhibiteur calcique à un diurétique thiazidique en 2e intention, ou c'est pas officiel, c'est une préférence générale, on le voit bien dans nos prescriptions, mais moi je pensais qu'on avait le choix. Alors tu as raison Walid, on a le choix. Ça dépend vraiment du type de recommandation qu'on a. Le NICE, ça fait des recommandations simplissimes, où là, tu choisis en première ligne IECRA2 chez un patient plutôt jeune à peau blanche ou inhibiteur calcique chez un patient un peu plus âgé, plus de 55 ans, à peau noire. En 2e ligne, tu associes les deux. Et en 3e ligne, tu rajoutes le diurétique thiazidique. Moi, c'est une recommandation que j'aime beaucoup par sa simplicité. Mais si tu lis les recommandations européennes, et celle auxquelles tu penses, effectivement, tu as le choix en 2e ligne de faire bloqueur du SRA plus calcique ou bloqueur du SRA plus diurétique. Moi, je préfère vraiment le NICE pour plusieurs raisons, et notamment par la simplicité que ça a. Le diurétique peut induire effectivement un certain nombre de problèmes. Et si tu as des problèmes, tu vas devoir revoir le malade, changer le traitement. Lui, il va perdre un peu en confiance parce qu'il a eu des événements indésirables. Et donc, en tout cas, moi et à Bordeaux, globalement, la pratique qu'on a, c'est vraiment d'être monomaniaque, on ne se pose pas la question. Et c'est bloqueur du SRA ou calcique, puis les deux, puis diurétique. Mais ce n'est pas une faute de le mettre. Pour ça, j'aimais bien quand la SFHTA sort des recos, elles sont assez simples aussi. Et j'aime bien les messages quand ils sont simples, c'est pour des messages pratiques. Et je te remercie. Ça nous fait un beau sujet de session à venir. Quelles recommandations suivre? Et ça peut être un topo, les messages pratiques pour le médecin. C'est génial. Énorme gratitude d'avoir été avec moi ce dimanche. On a énormément de monde qui sont connectés et il sera en replay, je vous rassure les amis. Et en tout cas, merci. On va continuer. Il y aura demain Julien Doublet de Bordeaux qui viendra nous parler également d'hypertension artérielle. Donc l'équipe de Bordeaux est bien présente, qui sont nos amis du CNCH. Merci Romain, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Bye bye. Merci à toi Walid, à bientôt.